Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv. Bonjour, bonsoir, vous tous qui nous regardez à travers le monde. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles. Nous sommes avec le pasteur Aimé Désiré Bakoulou Bakissa, que vous connaissez, que vous aimez tant au micro du pasteur Bobo. Il est analyste politique. Nous l'aimons pour ses analyses. Nous sommes avec Aimé. Bonjour Aimé. Bonjour pasteur Bobo. Dieu vous bénisse. Ma réaction, j'ai plusieurs réactions à la fois. C'est d'abord la joie pour un pays meurtri. Là, je veux voir que l'État, dans l'article 5 de la Constitution, qui impose à l'État de garantir la souveraineté nationale, donc là, l'État s'en réjouit bien sûr. Au niveau des entreprises, la fin d'une guerre a toujours été une bonne chose. Évidemment, pas pour les spéculateurs, mais pour les entreprises sérieuses. Parce que là, non seulement l'impôt doit augmenter au niveau de l'État, ça j'ai oublié aussi de souligner, mais les entreprises peuvent assurer la richesse du pays. Au niveau de ménage, quand la guerre est finie, c'est que le travail a repris, il y a le retour à la maison pour ceux qui vivent dans le pori en swahili, mais en lingala, en français c'est la forêt, parce que les gens fuient la ville ou leur village pour aller se réfugier dans la forêt s'il y a la guerre. Et aussi, cette victoire marque une certaine dignité pour les femmes violées, parce que si la guerre continue, les femmes continueront à être violées. Mais il faut noter aussi que, dans un second temps, que c'est une victoire trop rapide. Bon, évidemment, la guerre a repris le 25 octobre et aujourd'hui déjà, on nous dit que la guerre est finie. Mais nous verrons qu'il y a encore ils se sont réfugiés dans des montagnes, dans la forêt dense, là où il y a beaucoup de bananes à 2000 mètres d'altitude. Mais bon, les sommations ont été faites pour que ces gens-là se rendent s'ils ne veulent pas un assaut final. Mais il faut dire que c'est une victoire trop rapide. Et troisième réaction, par rapport, on dit souvent vae victis, malheur aux vaincus, mais là, nous constatons tous que le gouvernement congolais, qui militairement est en train de gagner, parce qu'ils ont dit qu'il y a 3 fronts, diplomatique, politique et militaire. Mais bon, on a gagné le front militaire.
par la victoire de ces derniers jours, victoire animée par le colonel Mamadou et Sebineta. C'est eux qui ont vraiment, à qui nous devons cette victoire, trop rapide à mon sens. Mais ce que je ne comprends pas, Kinshasa a dit que les négociations doivent continuer. Et j'ai lu encore aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo s'est rendu à Kampala pour pouvoir continuer les négociations. Bon, de là, on se pose vraiment des questions si c'est une victoire militaire ou c'était un retrait volontaire. Parce que n'oublions pas qu'il y a quelques jours, il y a un Américain, l'envoyé spécial du président Obama qui est passé à Kinshasa. Il a parlé, il a fait un tour. Et après son passage, on voit directement le M23 qu'on nous présentait comme de vaillants soldats commencer à perdre la bataille et même perdre de localités entières. Mais donc, nous ne devons pas nous réjouir trop vite. Il faut voir la suite. Et la suite dessinera si c'est vraiment une victoire militaire ou si c'est une victoire politique négociée. Mais ça constitue, Pasteur Bobo, un étonnement de tous. Parce que l'armée congolaise, quoique une armée composite, mais c'est une armée qui a plus ou moins 129 000 hommes, contre une armée rwandaise qui a 35 000 têtes. Mais bon, même si vous ajoutez les Ougandais, ils ne totalisent pas le 129 000. Mais on s'étonne depuis. Mais notre humiliation ne date pas de la prise de Goma de novembre 2012. Notre humiliation date d'au moins, depuis 1997, où l'armée de notre pays a toujours été humiliée jusqu'aujourd'hui. Et depuis cette année-là, on a changé de Kazakhs plusieurs fois. Et le mouvement qui perturbe l'ordre actuellement en RDC et la suite d'un autre mouvement conduit par Kunda Batware, le CNDP. Et maintenant, ce sont les mêmes soldats qui ont changé de chef. On les appelle aujourd'hui le M23. Mais bon, pourquoi aujourd'hui? Moi, je pense que tout cela, c'est suite à beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Parce qu'on a vu, quand Goma était tombé, la communauté internationale était interpellée parce que nous avons vu les chars de l'ONU accompagner le mutin du M23, si on doit les appeler ainsi, pour la prise de Goma. C'était une humiliation pour tout le monde. Même l'ONU a perdu de sa valeur parce que les images ont circulé. Bon, aujourd'hui, et après ça, c'était quand même une bonne chose parce que on a vu l'ONU se réveiller et on a imputé au Congo une brigade d'intervention de 2000 hommes. Et je pense que tout ça rentre dans ce qui se passe, dans la logique de ce qui se passe actuellement dans ce pays-là. Parce que, bon, à la fin, tout le monde a besoin de la paix. Et il faut dire aussi, Pasteur Bobo, que même les puissances, la main invisible, parce que je viens de vous démontrer que le Rwanda, lui seul, ne peut pas mener une telle guerre, ni même l'Ouganda. Mais toutes les mains invisibles commencent à s'effriter. Nous parlerons dans cette émission un peu de l'essoufflement des États-Unis, qui est presque au bord de bankruptcy, de la faillite, avec 16 700 milliards de dettes publiques. C'est énorme, parce que les États-Unis ont financé beaucoup de guerres et les États-Unis sont vraiment essoufflés. Et il y a encore trop de groupes de FDLR, de ADF, il y en a beaucoup, mais bon, la fin de M23 qui était le plus visible, je crois que ça marque quand même un pas pour la paix en RDC. Si on pouvait en rester là, mais s'il y a encore de problèmes, on en reviendra. Bon, avant la guerre, il faut dire que le Kivu était calme. C'était un coin vraiment idéal pour vivre.
il y avait tout. Il y avait même un État dans un État qu'on appelait la Somenki, la Société minière et industrielle du Kivu, qui était au fait le troisième employeur du pays. Après la Gécamine qui avait 22 000 travailleurs, après l'Onatra qui avait 18 000 travailleurs, c'était la Somenki qui avait 14 000 travailleurs. Et la Somenki, qui était une fusion de Simeta et Cobelmine, de société belge de l'époque, prenait vraiment en charge toute l'économie du Kivu. Et tout le monde était logé, enfin du moins les travailleurs, et à travers la Somenki, les indépendants s'agglutinaient, tout le monde trouvait son compte. Il y avait des écoles, il y avait des cantines pour travailleurs et consorts. Donc quand vous dites tout le monde, y compris les Rwandais. Oui, parce que il faut dire que la RDC, c'est un pays à vocation hospitalière. Le Congo n'a jamais refusé ses Rwandais, enfin, ses amis, ses voisins. Mais, bon, ce qui s'est passé avec le Rwanda et l'Ouganda, c'est quand même malheureux. Mais le plus gros drame, c'est le fait que dans tout ce mouvement rebelle, il y a les Congolais qui sont enchaînés, qu'on met devant, mais en fait, ni ce Congolais-là, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, personne n'a la maîtrise de cette guerre qui, à mon sens, je vous l'ai déjà dit une fois, qui est une guerre de matières premières, une guerre économique. Avant la guerre, tout le monde s'est retrouvé. Oui, tout le monde s'est retrouvé, vraiment. Et à l'époque, le dirigeant congolais était en symbiose, en bonne relation avec tout le pays voisin. Et à cette époque, le Congo était vraiment respecté. Il n'y avait personne qui... Tous ceux qui ont tenté, bon, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de problème, hein, parce que déjà, il y avait la guerre de Moba 1 et 2 à l'époque. Non, il y avait la guerre du Chaba 1 et 2 à l'époque. Il y avait aussi vers les années 85 à Moba, mais le Congo avait le moyen et la volonté de terminer tout ce problème avec rapidité. D'abord, pour sa situation géographique. Au Kivu, il y a... Le Kivu, c'est la porte par Goma du Rwanda, qui est proche de Gisenyi. Le Kivu, c'est aussi proche de l'Ouganda. Et c'est pourquoi nous voyons que tout le monde s'intéresse au Kivu. Parce que, bon, aujourd'hui, si vous demandez aux Rwandais, ils disent que ce n'est pas nous. Aux Ougandais, ce n'est pas nous. Mais quand nous regardons la configuration de cette guerre, le village, les contrées sous contrôle du M23 actuellement, qu'ils ont perdu, c'est Rumangabo, Kibumba, Bunagana, Rutshuru et consorts. Bon, c'est toujours de contrées proches de ce voisin que l'ONU et la communauté internationale indexent, et même le Congo indexe du doigt pour soutenir la rébellion M23. Et en plus de ça, il y a aussi la situation, le Kivu est convoité pour ses richesses. Au Kivu, il y a le coltan, il y a le monazite, il y a le bionifère, il y a le gaz méthane, oui c'est ça le bionifère, il y a la cassitérite qui était la cassitérite c'est le dioxyde de thym, c'est la matière vedette avant le fameux coltan. Et voilà, donc il y a plusieurs matières. Même le lac Kivu, avec le gaz méthane, est trop convoité parce que, bon, quand vous regardez tout ce qui se passe, c'est toujours autour de minerais. Le Rwanda, c'est un passage, c'est un comptoir, permettez-moi le terme, pour que ce matière s'achemine vers la destination finale qui est dans des pays industrialisés. Derrière le Rwanda, il y a les Occidentaux. Il faut le dire clairement. Les Occidentaux et surtout les Anglo-Saxons.
Parce que, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces matières qui passent par le Rwanda, mais le Rwanda ne peut pas, donc ça part quelque part. Et tous ces gens-là, ils sont un peu inquiets de l'avancée des Chinois. Parce que les Chinois veulent prendre l'Afrique, mais bon, est-ce que les Occidentaux se laisseront-ils faire? Non, je ne pense pas. Ils peuvent laisser encore d'autres pays, mais le Congo, Pasteur Bobo, je ne pense pas que l'Occident est prêt à lâcher. Donc, derrière le Rwanda, il y a, comme disait un Anglais, Adam Smith, il y a la main invisible. Alors, donc, le Rwanda, c'est une marionnette que les puissances occidentales utilisent pour avoir une main basse sur les richesses que je viens de vous citer de la RDC. Il y a eu beaucoup d'accords. Le premier accord qui a déstabilisé notre pays, c'était l'accord de l'Émirat. Mais quand nous regardons cet accord, par exemple, l'article 2 de l'accord de l'Émirat, où l'on dit clairement que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, à l'Alliance, c'est-à-dire à l'AFDEL, bon, nous comprenons tout ce qui se passe par la suite. Parce que déjà, le Rwandais revendiquait de prendre dans cet accord 300 km à l'intérieur de frontières de la RDC. Bon, déjà en août 1998, ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la guerre. Et cette guerre-là a changé de forme plusieurs fois. Et en 2002, ils sont allés à Sun City pour les accords inclusifs. Il y avait même un gouvernement de transition, oui, 1+4. Mais comme si cela ne suffisait pas, déjà on était en 2004, je crois, avec Jules Moutebesi, il a pris Bukavu. Et puis il y a eu encore des problèmes de guerre. Il y a certains qui ont fui dans cette guerre. Quand on les a délogés, le général Bouzamabé les a délogés à Bukavu, certains sont partis à Luchuru, certains autres sont partis à Massissi, et après il y a eu d'autres mouvements qui se sont créés. Et le mouvement dont il est question aujourd'hui, le M23, c'est un mouvement qui revendiquait, il voulait en 2009, ils avaient un accord avec le gouvernement congolais pour réintégrer l'armée nationale, mais tout en restant au Kivu. Alors que quand on est dans une armée nationale, on peut mouver partout. Mais le gouvernement de la RDC n'ayant pas respecté cela, c'est pourquoi ils se sont une fois de plus rebellés. Mais au lieu de porter la casquette CNDP, ils ont porté cette fois-là la casquette M23. Et ils ont sémé la mort, le désordre, le viol et tout ce que nous connaissons. Voilà un peu, mais maintenant ce qui nous étonne, le gouvernement congolais qui est en train de remporter des victoires militaires continue à s'asseoir avec eux à Kampala. Voilà un peu la situation et c'est ce qui est un peu inquiétant. Les leçons à retenir, Pasteur Bobo, c'est que la guerre à l'est de la RDC, c'est un complot international des États et des multinationales contre la RDC. Et il faut aussi retenir que le Congolais qui rentre dans tout ce mouvement, on a vu l'Ouganda manipuler certains Congolais, le mettre en avant de la scène, mais à la fin, on a tous compris que ces Congolais-là n'étaient là que comme des écrans de fumée. Et j'implore et j'insiste, je demande aux Congolais que la guerre, ce n'est pas une bonne chose pour le Congo parce que c'est un vaste territoire. Et je souhaiterais que le Congolais, qu'on continue à manipuler pour faire la guerre. Il y a encore même de partis politiques jusqu'aujourd'hui qui n'avaient jamais été trompés, par exemple, dans l'option militaire.
Et ce parti-là, c'est à féliciter, mais il y a des Congolais parmi nous qui pensent que à chaque fois qu'on leur brandit une carte pour faire la guerre, ils sautent premiers, et ça, c'est quand même dommage. Il faut dire que l'avenir du Kivu est incertain. Mais le souhait qu'on peut formuler en ces moments, c'est un souhait de paix. Une paix durable, comme on en a connu dans les années, je ne sais pas moi, 70, 80, et même au début des années 90. Mais cet avenir dépend de plusieurs facteurs exogènes au Congo, notamment de la guerre de leadership au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, la Chine qui est en train de foncer sur l'Afrique, sur d'autres principes que ceux prônés par les Occidentaux, parce que, bon, pour les Occidentaux, voilà, pour qu'on vous donne l'argent, et combien ils donnent à ce pays africain, ils ne leur donnent pas assez d'argent pour se développer. Mais avec le Chinois, on voit qu'ils viennent, ils donnent beaucoup d'argent. Mais évidemment, il faut rester sceptique. Nous ne savons pas. C'est que le dirigeant signe combien d'années, la valeur d'argent qu'ils prennent par rapport à ce que les Chinois pomperont en retour, combien de générations vont payer tout ça. Tout ça, ce sont de questionnements. Parce que maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a la confrontation non déclarée entre la Chine et, par exemple, les États-Unis, qui ont aujourd'hui, je l'avais dit au début de l'émission, une dette publique de 16 700 milliards. C'est beaucoup, Pasteur Bobo. Et dans cette dette, ils doivent aux Chinois 1400 milliards. C'est beaucoup. Alors, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais l'Occident est en train de tout faire pour barrer la route à la Chine. Mais les Africains mordent. Il y a beaucoup de pays qui bénéficient de l'aide de la Chine ou de la coopération, comme l'Angola, le Nigeria. Je pense que le premier pays de la coopération, c'est le Nigeria. Bon, le Congo aussi pour ses infrastructures, mais j'insiste, il faut que tout ça soit clair. Qu'est-ce qu'en contrepartie, le Chinois gagne? On ne sait pas. Oui et non, parce que moi j'ai quand même de doutes, Pasteur Bobo. Je vous donne un cas simple. Je pense que si je prends l'île d'Idjouï actuellement, c'est une île qui a à peu près 225 000 km² et il y a 58 000 âmes qui vivent là-bas. Dans les 58 000 âmes, il y a 40 000 Rwandais. Bon, les naissances en Afrique étant très linéaires, dans 10 ans, 20 ans, bon, ils vont revendiquer que cette terre, c'est encore à eux. Il y aura toujours de problèmes. Donc, moi, je pense que le problème de l'avenir du Kivu, de toutes ces guerres-là, pour qu'il n'y ait pas de conflit, même de terre, parce qu'il y en aura toujours, parce que on n'a pas abordé, on n'a pas le temps d'aborder, par exemple, le problème de cadastre minier et tout ça. Mais plus tard, il y a des gens qui se retrouveront, de villages entiers qui seront, qui appartiennent à des concessions. Et ce village, le villageois doivent déménager. Mais parlons de l'île d'Idjouï, les 40 000 Hutus qui sont là, contre 18 000 Congolais, ça fait déjà un écart. Oui, la communauté internationale qui place tous ce gens-là, parce que ça commençait en 1994. Vous avez vu, quand il y a eu de problèmes au Rwanda, on a déplacé des populations, on leur a donné des camps au Congo. Bon, ce n'est pas mauvais, mais mettre tout le monde à un seul endroit, ça constitue quand même un danger pour l'avenir. Et on en a vu aujourd'hui, toutes ces populations-là, qui sont peut-être martyrisés parce qu'ils sont Tutsi ou Hutu. Bon, moi je veux bien un Tutsi qui vient au Congo et il demande sa nationalité individuellement, il a le droit de rester au Congo. Mais tous ces gens qui viennent en masse et puis après ils revendiquent de terre,
Ça, c'est vraiment à prohiber et à condamner. Donc, il y a encore de doutes. Il faut que les experts internationaux travaillent sur ce dossier si vraiment ils aiment le Congo, si vraiment ils aiment que la paix règne dans le Kivu. Il faut que nous comprenions une chose. Pasteur Bobo, chaque chose a son temps. Même les Américains, ils ont longtemps fermé les yeux sur ce qui se passe au Congo. Mais de plus en plus, le voix s'élève dans le Sénat américain, partout. Les gens commencent vraiment à... donc, comme on dit, the ville is the ville, trop c'est trop. Alors, le passage de Russell Feingold, je crois que ça suscitait quelque chose. On ne sait pas ce qu'il s'était dit avec le président africain venant du président Obama, mais nous avons senti que tout de suite, le président de l'Ouganda s'est déplacé vers le Rwanda, il est allé parler avec Kagame, et nous avons aussi senti que le M23, bon, soit on n'a pas vu les images vraiment de guerre entre les deux forces, mais en tout cas, les territoires étaient reconquis par le FARDC. Donc, Kagame, il a beaucoup de pression aussi de la part des Congolais, parce que partout où il passe, les Congolais se mobilisent, les Rwandais qui ne sont pas d'accord avec lui se mobilisent, et à la fin, tout ça pour son image est écornue, et voilà quoi. Donc aujourd'hui, et puis il y a les élections dans quelques années au Rwanda. Je ne sais pas, après 2 ans ou 3 ans, il y a encore les élections. Donc tout ça, ce sont de problèmes. La fin du mandat de Kagame. Voilà. De Kabila et puis de Museveni. De Museveni. Donc tout ça, il faut que tout ce président se fasse une bonne conscience et une bonne presse, parce que bon, il y a aussi de pression dans ce sens-là. On ne voudra pas... Les États-Unis est en train, à mon sens, c'est mon avis, en train de revoir toute la politique qu'elle a menée dans les années 80, 90, parce que c'est une politique qui n'a pas payé. Et avec les expériences que nous avons vues avec des guerres en Irak, des guerres et même actuellement en Syrie, des guerres en Libye, et tout ce qui s'est passé en Algérie, en Égypte, et tout ça, et même au Mali. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être échangé, et je pense qu'actuellement, les guerres coûtent trop cher et les gens n'en veulent plus. Même les gens qui étaient derrière des guerres pour financer, je pense qu'ils se sont essoufflés. Merci beaucoup, Pasteur Aimé. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Comme disent les Anglais, enough is enough. Tu as dit en irlandais, tevel is tevel, trop c'est trop. Espérons que la guerre va réellement terminer et se finir. Ça sera le retour de la paix au Kivu et le retour du développement pour le Congo. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Je souhaite à tous nos compatriotes vivant dans le Kivu de garder leur confiance en Dieu. Il est en train d'agir. Et je demande à tous ceux qui aiment le Congo à continuer à œuvrer pour la paix, parce que la guerre n'a jamais donné quelque chose de bon dans le monde. Et je demande aux autorités congolaises d'être fermes, non pas à tout le Tutsi ou à tout le Rwandais, mais à ceux qui ont commis des choses inacceptables pour le Congo, que ces gens-là soient vraiment traduits en justice, et que les victoires que le Congo est en train de remporter puissent quand même être de victoires certaines et consolider la paix en RDC. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur bobo.tv.